a de multiples facettes, mais il a deux objets principaux. D'une part, j'y traite de certaines conditions intellectuelles, culturelles et politiques d'émergence de ce qu'on a appelé la gender theory, et je fais exprès de garder ici le vocable anglais parce qu'il s'est bien agi pour moi d'analyser les formes de sa constitution et de son développement aux États-Unis. Et j'y traite aussi, quoique de manière moins centrale, de ses modes de traduction et de réception en France. En ce qui concerne la gender theory, je tente d'apporter des éclairages nouveaux sur le continent de préoccupation et de pensée auquel elle appartient, en faisant apparaître des pans d'histoire épistémologique, intellectuelle et culturelle encore mal repérés en France et peut-être en Europe. D'autre part, je m'interroge sur ce que j'appelle le tournant queer du féminisme, en méditant sur l'articulation et les rapports complexes entre la théorie ou la pensée, mais aussi la politique queer, et la gender theory. La gender theory, autrement dit la distinction épistémologique et méthodologique entre sexe et genre, n'a pas été d'emblée, nous le savons, une théorie féministe. Ses premières élaborations datent des années 50 aux États-Unis et il a fallu attendre en gros les années 70, c'est-à-dire aussi la découverte dans l'université américaine d'un continent de pensée européen dont la French Theory a constitué la pointe la plus avancée, ça c'est très important et j'y reviendrai, pour que la gender theory fasse l'objet de réappropriations féministes, diverses, sinon divergentes, selon que la perspective féministe informant ce processus de réappropriation était marxiste, structuraliste, voire comme chez Gayle Rubin, au début du moins marxiste et structuraliste, ou encore post-structuraliste, voire même libérale. Selon encore qu'elle, c'est-à-dire cette réappropriation, était ou non marquée par les théories comportementalistes américaines et plus généralement par ce qu'on a appelé aux États-Unis la sociologie de l'interaction sociale, et je vais revenir sur ce point. Selon enfin qu'elle se formulait à partir d'une expérience de la sexualité, majoritaire ou minoritaire, normative ou déviante. C'est dire aussi qu'en devenant féministe, c'est-à-dire en mettant l'accent sur le caractère à la fois dissymétrique et hiérarchique de la distinction de genre et de la relation entre les genres, et en définissant la relation entre les genres comme un rapport de pouvoir, la question du pouvoir, ou plutôt de la domination, je le rappelle, était absente des premières théorisations dans ce domaine, la gender theory s'est pluralisée, engageant la pensée et sa traduction politique dans des chemins différents. Par contre, c'est du moins mon hypothèse, on pourrait dire que la gender theory a toujours été queer, ou en tout cas qu'elle porte en elle les germes de son inflexion queer. Elle s'est en effet élaborée à la faveur de travaux menés à la fois par des médecins, des sociologues et des psychologues américains sur ce qu'on appelait alors l'hermaphrodisme physiologique et qu'on appelle aujourd'hui l'intersexualité d'une part, et d'autre part sur la transsexualité, c'est-à-dire la non-coïncidence entre le sexe reçu à la naissance et l'appartenance de genre revendiquée par le sujet transsexuel. C'est précisément à cette époque des premiers essais chirurgicaux de traitement des dysphories d'identité sexuelle, qu'on a inventé, vous le savez, le concept médico-sociologique de transsexualisme. Autrement dit, tout est parti d'un constat du trouble dans l'ordre binaire et normatif des sexes, trouble induit par la non-coïncidence pour des raisons diverses entre le sexe, alors quelqu'un comme Anne Fausto Sterling, biologiste féministe américaine, dirait les sexes, pour désigner les différentes formes d'intersexualisme. Donc, trouble, disais-je, induit par la non-coïncidence entre le sexe et le genre, non-coïncidence qui induit inévitablement chez les personnes intersexuelles ou transsexuelles un trouble de ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. C'est ce qui me fait dire que la théorie du genre, du moins la gender theory, a toujours été queer, même si les médecins John Money et Robert Stoller, qui l'ont lancé, ont œuvré diversement pour faire rentrer leur passion queer dans l'ordre sexuel, voire hétérosexuel binaire. Alors cette histoire est bien connue aujourd'hui dans le milieu des études de genre, en France comme ailleurs, et mon but ici n'est pas bien sûr de la redire, mais de la relire. Le mot queer, je crois qu'il est bon de le rappeler, est un petit mot banal et fréquent de la langue anglaise. Pour les personnes parmi vous qui sont anglicistes, qui lisent l'anglais, si vous lisez les romans de Charlotte Brontë ou D.M. Foster, vous trouverez le mot queer à toutes les pages.
C'est un petit mot, donc un épithète de racine germanique qui veut dire bizarre, plus exactement littéralement de travers ou en travers, et qu'on ne s'est mis à employer couramment pour désigner de manière à la fois indirecte et péjorative les homosexuels, et en particulier les homosexuels efféminés de sexe masculin, qu'à partir du début du XXe siècle. Autrement dit, la connotation sexuelle et infamante du terme, qui précède et conditionne sa réappropriation ironique à la fin du XXe siècle, apparaît bien au moment de l'émergence en Occident du type culturel de l'homosexuel, au moment aussi de la diffusion des premiers grands travaux en Europe sur la psychosexualité et l'étiologie des dites perversions, donc en plein âge de la sexualité, pour reprendre la formule de Foucault, âge de la sexualité, lui-même coextensif, nous dit Foucault, à l'essor du capitalisme et avec lui à la formation de la famille bourgeoise, lieu d'épinglage, dit encore Foucault, du dispositif de sexualité, donc moment aussi du triomphe de l'idéologie bourgeoise. Le mot queer n'est toutefois pas, je le précise, une insulte directe à ranger dans la catégorie des apostrophes injurieuses telles que faggot, en anglais, contrairement à ce qu'on lit parfois sous la plume de chroniqueurs ou de chroniqueuses non anglicistes de cette histoire, sans doute influencés par les analyses que Judith Butler consacre aux formes et aux effets du hate speech, le discours haineux, si vous voulez. Dans mon livre, je m'intéresse aux modalités et aux effets philosophiques, politiques et culturels de ce déplacement, ou plutôt de ce placement analytique des questions de genre et de sexualité sur le terrain queer. Ce n'est donc pas un hasard, selon moi, si les plus grandes figures du féminisme américain, dit de la seconde vague, en tout cas sur son versant intellectuel, sont des figures queer, des lesbiennes plus ou moins déclarées. Judith Butler, bien sûr, mais aussi, alors j'en cite quelques-unes, Gayle Rubin, Teresa de Lauretis, certes d'origine italienne mais installée depuis longtemps aux États-Unis, Janet Halley, avant qu'elle ne se mette en congé de féminisme, B.D. Martin, moins connue en France mais connue aux États-Unis, ou encore l'écrivaine africaine-américaine Audre Lorde, et bien d'autres encore. Ce tournant queer du féminisme, et d'abord du féminisme américain, je l'observe de diverses manières dans les 4 essais qui composent ce livre. Ces essais ne se suivent pas selon une progression linéaire et ordonnée. Comme je l'ai déjà dit, je suis incapable d'écrire un livre avec des chapitres balisant une telle progression, mais ils se répondent et entrecroisent leurs motifs. Alors, dans le premier des essais qui composent ce livre, premier essai qui s'intitule « Drôle de reine », mais alors j'ai mis le « D » entre parenthèses, donc ça peut se lire comme « drôle de reine » ou « rôle de reine ». Drôle de reine, rôle de reine, le théâtre du genre en Amérique. J'essaie de rendre compte de la centralité dans un certain espace théorique et politique féministe de la figure spectaculaire de la drag queen, cette reine de sexe masculin et de genre féminin qui a brûlé, un temps du moins, les planches du théâtre gay américain. Plus généralement, j'essaie de rendre compte de la convergence intellectuelle, institutionnelle et culturelle entre gender theory et performance theory, donc entre études de genre et performance studies aux États-Unis. On connaît au sein des études de genre les analyses butleriennes du genre comme drag ou comme performance stylisée des corps. Vous savez que drag, on le traduit à peu près en français par travestissement, mais dans mon livre, je choisis de conserver le mot en anglais pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. Disons pour aller vite que c'est d'une part pour rappeler ses origines dans le théâtre élisabétain. Ah, j'ai un problème de... D'accord. Un peu plus loin. Voilà. Donc, le mot drag, pourquoi est-ce que je l'utilise en anglais? D'une part, pour rappeler ses origines dans le théâtre élisabétain. D'autre part, pour souligner le rapport entre drag en anglais et drag en français, c'est le même mot. Donc, pour faire résonner la relation entre constitution du genre d'une part et scène du désir, ou tout au moins scène de la séduction. Je reviendrai là-dessus si vous le souhaitez. J'essaie à cette occasion, donc en matière de drag, de faire apparaître ce que les analyses de Butler doivent à une penseuse féministe lesbienne comme Esther Newton, ethnologue qui a travaillé sur l'expression culturelle des sexualités gays et lesbiennes aux États-Unis et qui est même pionnière dans ce domaine puisqu'elle a ouvert le champ de l'ethnographie queer.
Vous connaissez peut-être ces deux ouvrages majeurs. Le premier qui est apparu au début des années 70 et qui s'appelle Mother Camp. Je pense que vous savez ce que recouvre la notion de camp en anglais, très difficile à traduire en français, généralement on ne le traduit pas d'ailleurs. Donc Mother Camp, Female Impersonators in America, donc les Female Impersonators sont en fait des males, c'est-à-dire ce sont les drag queens, les hommes généralement gays, donc qui jouent à faire les femmes sur les planches. Donc Mother Camp, Female Impersonators in America, ça c'est un texte du début, enfin un récit d'ethnographie du début des années 70, et puis plus tard dans les années 90, un livre qui s'intitule Cherry Grove, Fire Island, 60 Years in America's First Gay and Lesbian Town, et qui est un récit ethnographique portant sur, comme le titre l'indique, la première station balnéaire réservée aux lesbiennes et aux gays, enfin aux gays d'abord, et puis dans un second temps et dans une seconde mesure aux lesbiennes, dans l'État de New York, aux États-Unis. Donc avant Esther Newton, entre parenthèses, et c'est intéressant, c'est une autre femme, en l'occurrence Margaret Mead, qui avait plus généralement ouvert la voie de l'anthropologie de la sexualité. Mais j'essaie aussi, pour en revenir à mon propre propos, j'essaie aussi dans ce premier essai de montrer que les analyses butleriennes se situent à la croisée, ou plutôt opèrent un croisement a priori insolite et encore peu remarqué entre l'analytique des rapports sociaux et de la présentation de soi, ou plutôt de la représentation, de la mise en scène de soi, développée par l'école sociologique américaine de l'interaction sociale, et l'analytique lacanienne de la formation des identités masculines et féminines. Alors je m'explique un petit peu là-dessus. La sociologie dite de l'interaction sociale, dont Irving Goffman est un des représentants les plus éminents aux États-Unis, constitue le courant principal, en tout cas le courant le plus distinctif de la sociologie américaine du XXe siècle. Cette sociologie, vous le savez peut-être, met l'accent sur la dimension relationnelle du genre, et plus particulièrement sur la dynamique sociale interactive qui entraîne l'adoption de rôles de genre selon une scénographie normative. Le premier livre de Goffman s'intitulait « The Presentation of the Self in Everyday Life », la présentation du soi ou la présentation de soi, si vous voulez, dans la vie de tous les jours, en 1959. Et l'un des ouvrages ou des essais qu'il a consacrés à la question du genre, il en a consacré plusieurs, du genre comme mise en scène de soi, s'intitule Gender Display, Studies in the Anthropology of Visual Communication. Donc, gender display, exhibition de genre, si vous voulez, théâtre de genre, spectacularisation du genre, études sur l'anthropologie de la communication visuelle. Ça, c'est au début des années 70. La sociologie de l'interaction s'inscrit dans une tradition de pensée et d'analyse de type comportementaliste, qui va de la role theory, qui est une théorie des rapports sociaux comme jeu de rôle, comme l'indique le terme, qui a été élaborée dès les années 30 par un anthropologue américain qui s'appelle Ralph Linton, en passant par la gender theory première manière de John Money, le médecin qui a proposé la première théorisation de la distinction entre sexe et genre. Donc John Money, qui conçoit d'abord le genre comme un rôle social joué par le sujet, un comportement réglé et réglable selon une partition sociale apprise et identifiable, jusqu'à l'ethnométhodologie de Harold Garfinkel et aux travaux de Candice West et de Don Zimmerman sur Doing Gender, c'est un de leurs articles les plus célèbres, Doing Gender, qui donc précède largement, puisque c'est un article qui date de la fin des années 70, les travaux de Judith Butler sur le même sujet. Donc, Doing Gender, c'est-à-dire précisément la performance de genre, faire le genre, Doing Gender, signifiant pour eux, pour West et Zimmerman, non tant le fabriquer que le jouer, comme on joue, sans le savoir ou en le sachant, ou peut-être sans le savoir et en le sachant d'une certaine manière, à faire l'homme ou à faire la femme. Alors, en théorisant à son tour le genre comme un acte,
je ne sais pas s'il faut que je le prononce en français ou en anglais, à l'anglaise ou à la française, c'est-à-dire donc à la fois comme une action et un acte au sens théâtral du terme, ou plutôt une série d'actes réitérés et répertoriés, plutôt que comme une identité donnée, reçue ou imposée, Butler s'inscrit bien, même si elle semble n'en avoir qu'une conscience, ou en tout cas une reconnaissance diffuse, dans cette tradition. En même temps, et c'est tout aussi important, sa pensée s'est forgée au contact de ce qu'on a appelé la French Theory aux États-Unis. Elle a fait ses études doctorales, je vous le rappelle, au moment où celle-ci, la French Theory, commençait à être reçue comme telle aux États-Unis, et elle a entamé sa carrière professorale et intellectuelle au moment où celle-ci, la French Theory toujours, triomphait. Or, la French Theory est arrivée en 2 vagues qui se sont succédées à intervalles très rapides, abordant presque simultanément le continent américain. La vague structuraliste avec Lévi-Strauss et Lacan, la vague Lacan entraînant elle-même un retour de et à Freud, donc une nouvelle lecture de ce dernier, et la vague post-structuraliste qui est venue très vite infléchir la première en la déstabilisant, en la réhistoricisant et en la politisant de différentes manières, avec Derrida, Foucault, et dans une moindre mesure à l'époque Deleuze et Lyotard, mais aussi avec celles qu'on a appelées les French Feminists, qui partageaient avec les autres structuralistes ou post-structuralistes dits français un intérêt pour le rôle de la langue et du discours dans la formation des idéaux régulateurs ou de la clôture métaphysique, pour parler comme Foucault ou comme Derrida, des normes sociales ou des épistémés, mais aussi qui partageaient, donc ces French Feminists, un intérêt pour la psychanalyse et les outils d'analyse du champ de... et les outils d'analyse du champ de la sexualité et de la formation du genre que celle-ci, la psychanalyse, pouvait fournir. D'où le fait que les féministes américaines, de Gayle Rubin à Judith Butler et B.D. Martin, mais aussi à Joan Scott, qui est d'ailleurs en train d'opérer une espèce de retour à celle-ci, ont été nourries de psychanalyse et ont fait la part belle, fût-ce de manière critique dans le cas de Rubin, à cette dernière, contrairement aux premières tenantes françaises des études de genre. Du coup, je ne suis pas étonnée que les choses les plus intéressantes qui aient été écrites sur Butler en France, en dehors d'introductions à sa pensée ou de reprises plus ou moins mimétiques de celle-ci, l'aient été, jusqu'à récemment du moins, dans le champ ou les parages de la psychanalyse, et en particulier de la psychanalyse ou des psychanalyses lacaniennes. Je pense au volume dirigé par Monique David-Ménard, Sexualité, genre et mélancolie, s'entretenir avec Judith Butler, un volume de 2010, ou encore au fait que c'est une école lacanienne de psychanalyse qui a entrepris la traduction et la publication de la pensée queer américaine, en particulier récemment de Gayle Rubin ou encore de David Halperin. Alors pour en revenir à Lacan, parce que c'est là que je voulais en venir avant la parenthèse de turbo-histoire intellectuelle à laquelle je viens de me livrer, on sait la part qu'il fait à la notion de mascarade dans son analyse de la comédie du désir et des modes d'identification des femmes et des hommes au type idéal du sexe auquel ils appartiennent ou n'appartiennent pas dans les cas de disjonction entre sexe biologique et genre psychique. Avec la mascarade, nous voici encore et toujours dans le registre du théâtre, du jeu de masques, de la parade et de l'exhibition comique ou comédique. De fait, c'est par la lecture de Lacan que sont passées aux États-Unis la redécouverte du texte de Joan Rivière, Womanliness as Masquerade, la féminité comme mascarade, et la réflexion queer sur la mascarade. J'essaie donc de montrer comment chez Butler et dans sa conception du genre, qui vaut explication de la formation des genres, se produit la rencontre inouïe du paradigme comportementaliste qui domine la psychosociologie et plus généralement la théorie sociale américaine et d'une certaine psychanalyse de facture lacanienne. Ça, c'est pour mon premier essai. Dans le deuxième essai qui compose ce livre et qui s'intitule « Paradoxe de la visibilité, les spectacles du genre et la politique de l'identité », je m'intéresse à la rhétorique et à la politique de la visibilité dans le champ politique et théorique contemporain des sexualités minoritaires. Je poursuis ainsi d'une autre manière l'analyse du spectacle du genre et du genre comme spectacle entamé dans le premier essai. Je propose plusieurs hypothèses concernant la généalogie politique, culturelle et intellectuelle de cette pétition de visibilité
et je fais dialoguer ou se confronter à cette occasion des discours différents concernant l'articulation entre visibilité, identité et pouvoir, au point de rencontre et de croisement entre la pensée américaine et la pensée française. Alors je passe rapidement sur cet essai, non pas parce qu'il a une moindre importance dans le dispositif de ce livre, mais parce que j'ai choisi de mettre en valeur d'autres choses dans cette présentation d'aujourd'hui. Dans le troisième essai, qui lui s'intitule « Les fins d'un idiome ou la différence sexuelle » que je mets entre guillemets en traduction, je réfléchis aux différents usages de la locution « différence sexuelle » dans les aires francophones et anglophones, et je médite sur une double histoire, plus complexe qu'on ne veut bien le dire quand on s'en tient à ce que j'appelle des idéologèmes. Et de quelle histoire s'agit-il ? Il s'agit de l'histoire du ou des devenir concepts, ou plutôt quasi-concepts, de cette locution, au départ descriptive, donc la différence sexuelle, et qui se met à avoir cours à partir du moment d'ailleurs où l'adjectif sexuel prend un sens nouveau qu'il n'avait pas auparavant au XIXe siècle. Je reviendrai là-dessus si vous voulez. Et bien sûr, la psychanalyse est engagée au premier chef dans cette histoire. Donc d'un côté, l'histoire du ou des devenirs concepts de cette locution, et de l'autre, l'histoire de son devenir queer par réinterprétation, ou dirait Butler par resignification de son concept, à la faveur de son déplacement sur le continent théorique et politique américain. Sur ce continent, en effet, sont apparus, ou plutôt ont fini par dominer, parce qu'ils existaient en fait depuis longtemps, des usages concurrents de la notion de différence sexuelle. La sexual difference, ou de plus en plus souvent au pluriel les sexual differences, désigne dans le vocabulaire d'une certaine pensée gay et lesbienne, puis queer. Mais alors là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que ce n'est pas seulement chez les penseurs gays, lesbiens et queer, mais déjà chez Freud, qui distingue en allemand Geschlecht, qu'on traduit en français par différence sexuelle, mais qui veut dire donc genre. Donc, Freud distingue déjà Geschlecht ou bien Unterschied der Geschlecht, donc effectivement coupure entre les Geschlecht, différence des sexes si vous voulez, on le traduit en français par différence sexuelle. Freud distingue donc Geschlecht et Unterschied der Geschlecht de sexuelle Differenzen en allemand, si j'ose dire, formule qu'il emploie également et pour dire donc autre chose que ce que nous entendons couramment en français par différence sexuelle. Donc je ferme ma parenthèse, j'en reviens à ce que je vous disais pour rappeler donc que la locution sexual difference ou sexual differences désigne dans l'espace gay, lesbien puis queer anglophone et en particulier américain, non pas la différence des sexes mais la différence des sexualités, la différence de ce qu'on appelle aussi les orientations sexuelles ou encore, et ce n'est pas non plus la même chose, la variété des pratiques sexuelles. Sexual differences, dans ce contexte, désigne surtout les pratiques, quand il s'agit de pratiques sexuelles, et les orientations sexuelles considérées comme déviantes, different si vous voulez, par la psychopathologie normative, et en particulier ces pratiques et ces orientations qualifiées de perverses, le fétichisme ou l'homosexualité par exemple, en lesquelles une certaine psychanalyse normative reconnaît ou croit précisément reconnaître un déni de la différence sexuelle. Alors je m'amuse de ce retournement de sens, mais j'essaie aussi d'en méditer sérieusement les implications. Par ailleurs, la différence sexuelle, la formule et ce qu'on pense qu'elle désigne, est communément pensée comme appartenant au continent européen de la pensée, voire comme indexant une tradition de pensée et dans certains cas une politique féministe ou une politique des femmes spécifiquement française en rapport avec ce qui a été entendu sous le nom de French Feminism à une certaine époque et qui n'a lui-même, vous le savez, rien à voir avec le féminisme à la française dont il a été question récemment sur les deux rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, pourtant, dans les débats concernant le sens de la distinction des paradigmes du genre d'un côté et de la différence sexuelle de l'autre, quand ces débats ont lieu, et je reviendrai peut-être sur le sujet, c'est moins aux travaux des dites féministes françaises que, d'une part, à ceux des féministes lacaniennes anglaises telles que Jacqueline Rose ou Juliette Mitchell, d'autre part à la néo-deleuzienne Rosie Braidotti,
qu'on renvoie généralement, et cela contribue à infléchir les termes du débat. Qu'arrive-t-il donc à la différence sexuelle en Amérique et par l'Amérique? C'est encore pour moi une manière d'étudier les voyages de la théorie et d'interroger les modes de constitution de cet axe franco-américain autour duquel je tourne. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, comme la formation, je vais vous décrire rapidement mon quatrième essai, le quatrième et dernier essai. Comme la formation du dispositif de sexualité selon Foucault, les débuts du féminisme en Occident ont coïncidé, et ce n'est bien sûr pas un hasard, avec la sortie de la féodalité, l'essor du capitalisme et l'émergence de la société bourgeoise. Dans mon dernier essai, qui s'intitule « Le lait, L-E-G-S », la postérité, si vous voulez, le lait de Roxane, féminisme et capitalisme en Occident, je médite sur les formes et les effets conceptuels, mais aussi sociaux et politiques, plus ou moins lointains mais persistants, de cette dette originaire du féminisme occidental à l'égard du capitalisme et de ce que j'appelle, dans le sillage de Georg Simmel, la monétarisation de l'économie et des rapports sociaux, tels que l'échange marchand devient la modalité principale, mais aussi la grille de lecture dominante de l'échange social. Le titre de mon essai, Le lait de Roxane, fait référence à l'héroïne éponyme du roman de Daniel Defoe, Roxana or the Fortunate Mistress, Roxane ou la maîtresse fortunée, roman qui est l'exact contemporain des Lettres persanes de Montesquieu, espèce de roman, dit Montesquieu lui-même, dans lequel figure, vous le savez, une autre Roxane proto-féministe, proposant une version française, si l'on veut, de l'émancipation des femmes. Ce roman, alors là je reviens à Roxana, ce roman de Defoe raconte à la première personne du féminin l'histoire d'une femme devenue prostituée, par nécessité d'abord, par choix ensuite, et passée du statut de prostituée qu'elle n'abandonne jamais à celui de femme d'affaires. Au cours du roman, Roxana se livre à une critique du mariage d'une telle éloquence, d'une telle radicalité et d'une telle lucidité qu'elle a été reprise depuis par toute la tradition féministe anglophone, depuis Mary Wollstonecraft à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à l'américaine Carol Pateman à la fin du XXe siècle, dont le livre Le contrat sexuel a été récemment publié en français grâce à l'Institut Émilie du Châtelet. Il faut dire, je le rappelle, que Defoe appartient à la lignée de ces penseurs féministes européens, qui de Poulain de la Barre à John Stuart Mill ont marqué le féminisme européen et qu'il avait lui-même, Daniel Defoe, donc l'auteur de Robinson Crusoe, donc il avait lui-même, c'est-à-dire en son nom propre, publié un peu plus tôt un pamphlet contre la subordination des femmes dans le mariage que l'importance de son œuvre romanesque a relégué dans les oubliettes de l'histoire. Je ferme la parenthèse. Dans ce dernier essai, donc, je tente de réfléchir aux différentes manières dont le féminisme occidental appartient, conceptuellement et politiquement, à l'époque ouverte par le capitalisme, époque à laquelle appartient aussi le marxisme, bien sûr, et je le fais en m'attachant plus particulièrement à l'examen du traitement rhétorique et politique de deux motifs dans le champ contemporain des féminismes et post-féminismes queer. D'une part, le motif est la question du fétichisme comme perversion queer par excellence, de l'autre et surtout le motif de la prostitution. Ces deux motifs sont, à des titres divers, des objets de fixation théorique, politique et fantasmatique dans l'espace féministe et post-féministe queer, américain d'abord, européen ensuite. Je suggère que si le fétichisme est la perversion moderne par excellence, vous vous rappelez peut-être ce que dit Foucault à ce sujet dans l'histoire de la sexualité, donc si le fétichisme est la perversion moderne par excellence, et s'il est devenu la perversion fétiche d'un certain discours queer, c'est parce qu'il arrime la question de la déviance et du plaisir sexuel à celle de la production d'artefacts et de la circulation des marchandises. Tout un arsenal d'objets manufacturés, les bas de soie, les bottes militaires, le matériel médical ou les motos rutilantes, par exemple, dont parle Gayle Rubin pour illustrer l'imaginaire érotique fétichiste dans Sexual Traffic,
qui est un entretien qu'elle a fait avec Judith Butler et qui, je crois, a apparu en français dans le volume Surveiller et jouir. Donc tout un arsenal d'objets manufacturés est en effet nécessaire au montage érotique de la scène fétichiste, mais également de la scène sadomasochiste avec ses cuirs, ses chaînes et ses costumes élaborés. Le sadomasochisme, dans sa version contemporaine, me paraît bien, en ce sens, relever de la même économie politico-sexuelle que le fétichisme. À travers le motif de la prostitution et l'examen de ce que j'appelle diversement et à la fois l'héroïsation, la contre-idéalisation ou encore la lesbianisation projective de la figure de la prostituée, célébrée comme un modèle de femme à la fois économiquement et sexuellement indépendante et transgresseuse des normes sociales et morales, ce sont encore une fois les formes et les enjeux de la queerisation du féminisme que j'étudie. Prostituée et drag queen m'apparaissent ainsi comme les deux icônes complémentaires de ce féminisme de et du mauvais genre qu'est le féminisme ou le post-féminisme queer. Mais en même temps, à travers l'examen des différences entre la conception du travail mobilisée aujourd'hui par les défenseuses, des travailleuses et travailleurs du sexe, et la conception marxienne du travail et de l'aliénation des travailleurs, à laquelle la rhétorique du travail du sexe et la défense des intérêts des travailleurs semblent pourtant en appeler, donc en m'intéressant à la différence donc, de conception du travail chez les défenseurs et défenseuses et travailleuses du sexe et chez Marx, je m'interroge sur le rapport entre une certaine politique sexuelle et tel ou tel trait d'économie politique. De même, une certaine conception de la prostitution ou du travail du sexe, je ne parle pas ici de la réalité de ce travail, comme prestation contractuelle de services mettant en relation deux individus libres, c'est-à-dire fondamentalement non liés parce que, d'une part, aucune dépendance ou allégeance réelle, symbolique ou affective ne les rapproche durablement l'un de l'autre, d'autre part parce que l'un et l'autre ou l'une et l'autre traite également le corps ainsi monnayé comme une pièce détachée, tout cela me paraît dessiner les contours d'un modèle social libéral, voire néolibéral dans tous les sens de ce terme, du premier terme en tout cas. Alors, le spectacle gay américain et la comédie sexuelle lacanienne, le genre et la différence sexuelle, je mets tout ça entre guillemets, Irving Goffman et Jacques Derrida, Carol Ernst, la prostituée qui a fait prendre un tournant théorique et politique à Gayle Rubin, selon les dires de cette dernière, et Roxana, l'héroïne prostituée et proto-féministe, née de parents français, nous dit le récit du roman de Daniel Defoe. Dans chacun de ces 4 essais, je m'interroge à la fois, je l'ai dit plusieurs fois, sur le dialogue, voire l'entremêlement et sur la dualité des traditions de pensée européennes et américaines. Mais pourquoi, me direz-vous, revenir encore sur l'axe franco-américain de la réflexion théorique et politique féministe et post-féministe, puisque celui-ci a déjà été décrit et étudié par d'autres que moi, en particulier en France, un peu du moins ces dernières années. D'abord parce qu'il est en effet incontournable. De Simone de Beauvoir écrivant Le deuxième sexe à son retour d'Amérique, et vous vous en rappelez, elle a publié L'Amérique au jour le jour en 1948 et en 1949 sort Le deuxième sexe. Donc, et Le deuxième sexe, je le signale aussi entre parenthèses, est l'un des rares livres figurant en version anglaise dans la bibliographie encore peu fournie du tout premier cours donné dans le domaine des Women's Studies, donc inaugurant ce domaine d'investigation universitaire en 1969 à l'université de Cornell. Je ferme ma parenthèse. Donc, de Simone de Beauvoir écrivant Le deuxième sexe à son retour d'Amérique, à Judith Butler s'abreuvant à presque toutes les sources de la pensée française produites par hommes et femmes dans ce domaine pour fabriquer Gender Trouble, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Derrida, de Beauvoir, Irigaray, Wittig, Kristeva et d'autres encore, on a surtout parlé anglais et français en parlant sexe, sexualité et féminisme au XXe siècle. Le mot genre, lui, vous le savez, traverse et retraverse la frontière qui sépare la France de l'Angleterre et le français de l'anglais, emportant chaque fois avec lui de l'autre côté de la frontière des sens différents depuis le Moyen Âge. Quant au mot féminisme, qu'on a importé comme tel dans tant de langues, à commencer par l'anglais, c'est un mot de langue française, faut-il le rappeler,
qui est donc lexicalement lié au mot femme en français, d'où peut-être le malaise supplémentaire que son usage provoque en français et surtout en France, alors qu'il demeure un signifiant flottant, sans rapport familial et familier avec les mots woman ou Frau dans les langues anglaises et allemandes, comme on peut imaginer que flotte dans la langue japonaise le mot genre, emprunté comme tel de l'anglais contemporain par le japonais contemporain. En japonais contemporain, pardonnez-moi, je ne sais pas prononcer le japonais, mais on dit généros, genre. Donc, bien sûr, nous pensons dans les langues et avec les langues. Cet axe franco-américain et francophone-anglophone est donc incontournable et je crois que nous sommes loin d'en avoir fait le tour. Ensuite, alors pourquoi donc est-ce que je m'intéresse à cet axe? Eh bien, il y a ce choix des raisons personnelles que j'évoque à l'orée de mon livre. J'ai vécu aux États-Unis, dans l'enceinte de l'université américaine, puisque j'y ai enseigné 23 ans, le moment français et francophone. Je suis en effet arrivée aux États-Unis, où j'ai donc enseigné dans un département de littérature romane, tout en m'inscrivant d'ailleurs dans différents graduate fields. Ce qu'on appelle les graduate fields aux États-Unis, c'est les champs d'études doctorales. J'appartenais donc au champ de la littérature de la littérature romane, mais aussi de la littérature comparée, des women's studies et des gay and lesbian studies. Donc je suis arrivée aux États-Unis au moment où la French Theory touchait à son zénith dans les années 80. J'en suis repartie en 2007, au moment de son reflux qui a coïncidé aussi avec la double crise des études françaises aux États-Unis et des études littéraires aux États-Unis et dans le monde. Vous savez que c'est par le biais des départements de littérature et plus précisément littérature française, anglaise et comparée, qu'est passée la pensée française pour se constituer ou être constituée en French Theory. Donc, voilà, je suis arrivée aux États-Unis à ce moment-là, et donc au moment de, comme je viens de le dire, où la French Theory touchait à son zénith, et j'en suis repartie au moment de son reflux, qui coïncide, et ce n'est donc pas un hasard, avec le reflux des études françaises et des études littéraires en général. Imaginez ma double chance et mon double étonnement lorsqu'après avoir assisté à la fabrication de la French Theory aux États-Unis, j'ai assisté, de retour en France, à l'invention des gender studies, et je fais exprès d'utiliser le vocable anglais, supposés débarquer, comme disait Libération il y a quelques années, sous ce nom des États-Unis, pour sauver sans doute les études de genre françaises menacées d'inexistence. L'autre jour d'ailleurs, j'étais avec Pascal, alors que nous remettions un prix, le prix de thèse de l'Institut du genre CNRS Université récompensant la meilleure thèse en études de genre soutenue en 2012, l'une des lauréates, nous avions 2 lauréates, dans son discours de réception, n'a parlé que de gender studies, jamais d'études de genre, comme si celle-ci renvoyait nécessairement, sinon exclusivement, au continent intellectuel et politique américain. J'ai donc été, je ferme cette parenthèse, le témoin actif des divers développements que je scrute dans ce livre. Je ne dis pas que ce statut de témoin confère au tableau que je brosse une fiabilité particulière, même si je suis saisie par la façon dont les récits historiques, les accounts de l'histoire proche en particulier, sont parfois des reconstitutions douteuses, des révisions ignorantes ou orientées par tel ou tel intérêt ou telle passion, preuve, s'il en fallait, que l'histoire a autant à faire avec l'oubli ou pire l'effacement qu'avec la mémoire. Je suggère plutôt que ce statut de témoin engagé lui confère à la fois une responsabilité et une tonalité particulière. Alors je vais essayer de dire quelque chose pour terminer cette présentation sur le ton de ce livre, donc sur mon rapport aux scènes que je décris et aux objets que j'analyse, et qui a à voir, au moins en partie, avec ma position d'énonciation, avec cette perspective à double foyer, la France et l'Amérique, Paris et Ithaca, New York, qui est la mienne et que je décris dans le prologue du livre. Mais d'abord, je ferai une dernière remarque concernant ma méthode, si j'en ai une, ou en tout cas les chemins que j'emprunte. Vous savez que c'est le sens propre du mot méthode, chemin, en grec, pour essayer de penser quelque chose, dire quelque chose donc sur la manière dont je balise ce chemin. Dans ce livre, je fais feu de divers bois, histoire culturelle, histoire intellectuelle, philosophie, anthropologie, psychanalyse, sociologie théorique,
mais j'essaie aussi de montrer ce qu'on peut faire dans le domaine des études de genre et ce qu'on peut apporter à ce champ d'investigation théorico-politique et scientifique, même si je n'aime pas beaucoup ce dernier vocable, quand on a, comme moi, une formation et une inclination littéraire. Qui dit littérature dit attention à la langue et à la construction des discours. Pour moi, prendre en compte la langue, faire attention à la langue, c'est compliquer l'analyse philosophique en supposant que les mots ne sont pas de simples concepts universellement traduisibles, et c'est contribuer à l'analyse historique ou à l'historicisation de l'analyse. Car la langue, les langues sont porteuses d'histoire. Elles impriment et expriment toutes les variations, elles font trace, elles gardent en mémoire et en même temps elles déplacent, elles renouvellent à travers les constantes variations du sens. Elles introduisent donc de la différence et de l'instabilité dans la prétendue unité du concept. Je parle justement pour ma part toujours de langue, au singulier et au pluriel, et non de langage, de code symbolique, avec ce que ce terme suggère de figement, de fixation immuable dans le code et par le code. La langue, les langues, dont le tour varie avec les lieux et les époques, sont des véhicules de déplacement et de pluralisation des formules du genre et des sexualités. Je vous ai parlé du travail que j'ai fait sur les usages de la locution différence sexuelle entre pensée française et pensée queer anglophone, mais aussi entre formules doxiques et corpus singulier, lorsque j'essaie par exemple de rendre compte de ce que Derrida fait dans son œuvre avec et de cette locution, la locution différence sexuelle. C'est alors un travail qui se situe au confluent de la sociolinguistique, de la linguistique historique et de ce qu'on a appelé à une époque, au sein de la discipline littéraire, la poétique, pour désigner le travail du texte et des textes, ou l'examen minutieux de ce travail, considérés dans leur singularité idiomatique, c'est-à-dire en prenant en compte les traits spécifiques d'une langue d'auteur ou de penseur, femme, homme ou autre, creusés dans le giron et le sillon de la langue commune. C'est donc un travail qui engage à la fois une philosophie du langage et une pensée de la traduction, de ce qui résiste à la traduction ou de ce qui, au contraire, ne se passe qu'en traduction, à la faveur de ces effets de déplacement et d'altération inévitables qui accompagnent le passage d'une langue à l'autre ou d'un contexte à l'autre. Mais je voudrais, pour clore le chapitre de cette réflexion méta-méthodologique, vous donner juste un petit exemple concret de ce travail que je fais sur la langue en examinant la langue et les langues. Quand Judith Butler parle, comme elle le fait très souvent, de production, plus exactement de production en anglais, production du genre, des sexualités, des sujets, etc., elle emploie un mot banal mais moderne qui a une dimension proto-conceptuelle et qui appartient à une configuration historique et philosophique repérable qui englobe Marx, Foucault et leurs descendances multiples. Mais, comme sa langue naturelle est l'anglo-américain, quand elle emploie le mot « production », elle convoque aussi, de manière peut-être non calculée ou calculée mais inconsciente, tout ce que ce mot signifie dans ses usages courants contemporains. Or, a production, en anglo-américain d'aujourd'hui, c'est aussi très couramment, et peut-être même avant tout, une mise en scène ou une mise en spectacle. One goes to see a production of this or that play by Shakespeare or Sam Shepard, par exemple. Voilà. Donc, on va voir a production, un spectacle. Une de mes hypothèses, c'est que l'emploi butlérien de la notion de production est infléchi dans cette direction parce qu'il se trouve parasité par ses usages idiomatiques. Alors je terminerai, comme je l'ai annoncé, par la question de ma position d'énonciation et partant de la tonalité de ce livre. Dans Against Proper Objects, donc contre les objets propres, essai dont je ne sais pas d'ailleurs s'il a été traduit en français, je n'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être parce que généralement je lis ces textes en anglais, Judith Butler qualifie son intervention dans les champs du féminisme et de la queer theory de critique immanente. Immanente, sa critique de l'hétérosexisme qui colore un certain féminisme dans Gender Trouble, et immanente encore, selon un mouvement symétriquement inverse, sa critique, quelques années plus tard, de la pente antiféministe d'une partie de la queer theory dans Against Proper Objects. Alors, immanente, pourquoi ? Parce que ces critiques demeurent partie prenante des logiques politiques et théoriques interrogées.
tout en pointant ce que les logiques queer ou féministes tendent chacune à exclure pour se déployer, la critique immanente doit contribuer, selon Butler, à dynamiser, c'est son terme, le mouvement intellectuel et ou politique ainsi visé. Voilà pourquoi Butler qualifie aussi de sympathique la forme de critique immanente qu'elle pratique et préconise. Dans Against Proper Objects, Butler reconnaît aussi qu'un certain sentiment composé de malaise et de colère à l'endroit du féminisme l'avait poussé à écrire Gender Trouble. De même, une inquiétude politique anime-t-elle, donc inverse si vous voulez, anime-t-elle sa critique de la disjonction opérée entre genre et sexualité par une partie de la mouvance théorique queer. Si Butler s'insurge contre, against, l'érection de frontières et la création de chasses gardées politiques ou théoriques, c'est parce qu'elle milite en faveur d'une coordination théorique et politique, ce qu'elle appelle une coalition des luttes queer et des luttes féministes. La polémique est donc chez elle le revers de l'engagement. La critique ne conduit pas pour elle à la suspension du jugement, elle est au contraire la condition d'une affirmation, fût-elle double ou divisée, polémique, sympathique. Quant à moi, je dirais volontiers que je fais de l'analyse immanente. Si je travaille sur l'axiomatique d'une certaine pensée féministe et post-féministe, je n'ai, pas plus que Butler, le désir ni la prétention de surplomber le champ que je décris. Mais j'essaie d'éviter la polémique, l'engagement frontal, si vous voulez, pour des raisons philosophiques et politiques que je crois fortes. Non pas parce que je crois à la possibilité de la neutralité scientifique, proposition suspecte que le champ et la nature de la pensée dite féministe rendent proprement intenable, mais parce que l'engagement polémique risque toujours d'être binarisant, donc réducteur. C'est le tour de force de Butler de réussir quand même à tenir et à concilier les deux bouts dans Against Proper Objects, et peut-être est-ce la raison pour laquelle c'est un des textes d'elle que je préfère. Mon premier parti, celui que je veux prendre en tout cas, est donc le parti de l'analyse, et ce, je dois le dire, d'autant que mes positions ne sont ni fixes ni arrêtées d'avance. Ce n'est pas évidemment que je n'ai pas d'opinion ou de penchant, mais je me méfie de mes opinions comme de celles des autres. Le féminisme, dans toute sa diversité, peut être, nous le savons, un champ de mine où l'on manie plus souvent les idéologèmes que les philosophèmes, la frontière entre les uns et les autres étant bien sûr instable, voire intraçable. Je ne dis pas cependant que je réussis à conserver l'équilibre analytique auquel j'aspire. Certains lecteurs ou lectrices ont décelé dans tel ou tel passage une volonté polémique qui parfois m'a surprise. D'autres ont exprimé le désir de me voir plus clairement prendre position. Tout cela reste sujet à caution et à lecture. Disons que je me sens en sympathie avec nombre de tentatives modernes et contemporaines de déconstruire les hiérarchies de genre et de sexualité et de penser autrement que sur le mode de l'opposition binaire, les différences qu'on dit sexuelles. Mais que sympathie ne signifie pas nécessairement accord, encore moins adhésion, avec tout ce que ce terme implique de mimétisme, visible, donc aveugle. J'ai évoqué la vision à double foyer qui caractérise ma perspective. Dire que j'observe une certaine scène théorique et politique française avec des yeux plus ou moins américains et inversement, c'est encore une façon d'indiquer qu'une distance s'insinue toujours dans ma proximité d'avec les lieux que je décris. Un éloignement divise mon pas, colore et tempère mon approche des sujets traités. Je soupçonne d'ailleurs que cet éloignement ou cette proximité réservée n'ont pas seulement à voir avec la traversée de lieux multiples, mais aussi, si j'ose dire, avec la traversée des temps et du temps. Aux États-Unis, je le rappelle dans mon livre en commençant, c'est déjà le temps d'après. Après l'engouement théorique, la pause sceptique, qui ne signifie pas nécessairement le reniement. Interroger, voire critiquer un moment de la pensée, ce n'est pas le renier. On ne renie jamais que des idéologies. Mais surtout, on ne pense pas les mêmes choses, on ne pense pas non plus aux mêmes choses selon les âges de la vie, comme on dit. L'effort théorique, lorsqu'il touche de près, comme c'est le cas des théories du genre et des différences des sexes, à des zones d'expérience qui engagent l'inconscient du théoricien ou de la théoricienne, est souvent, au moins en partie, la traduction rationalisante d'un fantasme dans la langue d'une époque donnée. Un fantasme, d'ailleurs, n'est ni vrai ni faux,
et c'est dans cette mesure qu'il est incontestable, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de le contester. Il appelle le fantasme ou suscite une réponse particulière de type identificatoire ou contre-identificatoire. On s'y reconnaît ou on ne s'y reconnaît pas, selon que l'on partage ou non le même terrain fantasmatique. Le système d'identification fantasmatique et la scène du désir qui sous-tendent le discours de Gender Trouble sont ainsi parfaitement repérables, ce qui n'enlève rien à l'intérêt de ces hypothèses et de ces formulations. Et de même, il serait sans doute possible de repérer dans mon discours les figures de ma propre scène inconsciente, entre guillemets. Mais de même que Judith Butler est passée aujourd'hui dans son travail à une autre phase et à un autre terrain de questionnement, bon, à part le fait que quand elle revient en France, on l'interroge sur les questions de genre et de sexualité, en vérité, son travail aujourd'hui est très, très, très loin de tout ça, et ce qu'elle cherche à faire, à proposer, c'est une sorte de philosophie, de refonder, si vous voulez, la philosophie morale et politique sur de nouvelles bases qui tiennent compte des apports du post-structuralisme. Je ferme ma parenthèse. Donc, de même que Judith Butler est passée aujourd'hui à une autre phase et un autre terrain de questionnement, peut-être parce que les questions de genre et de sexualité n'ont pas pour elle la même urgence existentielle ni la même opacité que quand elle a commencé à les poser et à se les poser. De même, je me sens moins sollicitée par la pression ou la densité du fantasme, par l'urgence d'un désir qui cherche son nom et ses objets, que si j'avais 20 ou 30 ans. Aussi, mes analyses procèdent-elles rarement, je crois, de cette empathie de type identificatoire que je viens d'évoquer. Ce n'est ni un bien ni un mal, c'est comme ça, je suis comme ça aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas seulement une question de maturation psychique ou intellectuelle, c'est aussi une question de circonstances individuelles et collectives, de contexte historique, de nature des expériences traversées. J'en ai vu, lu et entendu beaucoup depuis 35 ans dans ce domaine. Et pour moi, les choses font que plus j'en sais long sur la question, moins je sais, ou plutôt que plus j'avance, plus je suis frappée par la contingence et les limites de nos formulations en la matière. Je vous parle ici de théorie, de nos tentatives de théorisation. Il n'en va pas de même, en tout cas je ne dirais pas la même chose du terrain politique. Là, la nécessité de lutter contre les discriminations, les préjugés, les inégalités, la misogynie et l'homophobie demeure la même. L'urgence éthico-politique est d'une nature différente et elle résiste au temps. Alors je terminerai ces quelques mots d'introduction en disant que ce qui m'intéresse dans toute cette histoire et ces univers théoriques et politiques que je traverse dans mon livre, ce n'est pas, vous l'avez compris, l'unité du tableau et du propos. Au contraire, ce sont les incohérences ou les tensions productives, les changements inopinés ou les chevauchements de paradigmes, par exemple, entre la conception du genre comme mode de régulation et de partition binaire et hiérarchique des individus sexués et du genre comme marqueur d'identité ou performance identitaire, donc entre l'analyse du genre et l'analyse des genres, tension mais aussi chevauchement entre théorie du genre et théorie queer, entre une certaine grille interprétative de la différence sexuelle et la grille du genre, ou encore entre la grille de la sexualité, au sens où l'entendent certaines et certains penseurs queer, et la grille du genre, enfin, entre l'analytique de la domination et l'analytique du désir. Très concrètement, cela veut dire que m'intéressent particulièrement ces moments où, je donne quelques exemples, la pensée de Lacan dans le séminaire 18, par exemple, qui s'intitule « D'un discours qui ne serait pas du semblant », cesse de relever d'une herméneutique psychanalytique pour devenir une véritable anthropologie du genre, dans les parages de sa réflexion sur la fonction du masque et de la mascarade, et inversement, donc, m'intéressent ces moments où Judith Butler, ou plus récemment Joan Scott, rouvre le dossier de la différence sexuelle, que je mets entre guillemets, donc toujours, en envisageant celle-ci non plus seulement comme un effet de la partition normative des genres, mais comme ce qui résiste en partie, ou en dernière instance, à l'analyse même qu'elle propose. Je pense à l'essai de Butler intitulé « The End of Sexual Difference ?» La fin de la différence sexuelle. Donc, d'autres moments encore, où ce qui se trouve politiquement désavoué ou exclu d'un paradigme théorique fait retour dans le discours, comme le genre dans la pensée rubinienne de Gayle Rubin, donc de la sexualité, pensée pourtant tout entière, donc pensée de Rubin qui est pourtant tout entière vouée à l'effort de séparer la question du genre, objet selon elle du féminisme,
de la question et de la politique de la ou des sexualités, telle qu'elle s'élabore dans le champ gay et lesbien puis queer. Bref, partout où l'on tente d'ériger ou de maintenir des distinctions, de construire des digues à la fois intellectuelles et idéologiques, j'essaie de montrer ce qui fait qu'elles ne tiennent pas, en tout cas pas complètement. Je m'arrête ici. Merci.